Bonjour à tous, chers étudiants. Je suis Mickaël Benilouche. Je suis le directeur des études de Subbarreau. Et voilà, à la demande de plusieurs d'entre vous, j'ai organisé cet événement. Cet événement qui, en fait, réside dans la présentation du mois de décembre. Alors, ça peut paraître ici, de ce point de vue-là, un élément qui est assez important. Effectivement, décembre, c'est déjà un mois essentiel pour bien tous ceux qui passent le CRFPA en 2020, puisque justement, pour ceux qui passent le CRFPA en 2020, c'est l'année ici, et c'est le moment où les résultats vont être proclamés. Et donc, voilà, ils attendent avec impatience le 4 décembre. Bien évidemment, je souhaite à tous mes étudiants bon courage, et puis également aux autres. Et puis je rappelle cet élément-là, quand même, je trouve ça vraiment particulièrement courageux de l'avoir passé cette année. Je pense que c'est vraiment courageux parce qu'avec le Covid, le double confinement, ça a été délicat. Avec les incertitudes concernant le grand taux, ça a été également délicat. Voilà. Et au final, on est sur un élément où bien, on a vraiment une année qui est une année, on va dire, assez exceptionnelle de ce point de vue-là. Alors, j'essaie de voir, je vois que plusieurs personnes sont là. Je fais quelques partages justement avec plusieurs groupes. Voilà ce qu'il en est. Très bien. L'idée est justement de pouvoir discuter un petit peu avec les uns et les autres. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas de pouvoir discuter avec les uns et les autres, justement, de ce mois-là, pour maintenant les étudiants qui vont le passer en 2021. Parce qu'en 2021, il y a justement, au cours de ce mois, de nombreux éléments à traiter, parce que on est sur un mois qui est un mois totalement et absolument décisif. D'abord, il y a le choix de l'IEJ qui doit intervenir, on va dire, assez rapidement maintenant. Le choix des différentes matières, le choix de son mode de préparation et éventuellement aussi le choix de sa prépa. Et ça, c'est un élément qui est un élément, on va dire, assez important. Alors, sur différents groupes, il y a de nombreux groupes CRFPA sur justement les réseaux sociaux et sur Facebook. Sur ces différents groupes, il y a de très nombreux posts. C'est quelque chose qui me on va dire, m'interpelle cette année. Il y a quand même de très nombreux posts de personnes qui s'interrogent sur ces différents éléments. Et on voit des personnes réagir de façon diverse et variée, faisant part de leur expérience. C'est délicat cet élément-là, parce que effectivement, vous êtes dans une idée dans laquelle, de façon générale, on est dans une année qui est une année charnière, et ce moment, c'est un moment charnière, il ne faut pas se tromper. Sauf que ne pas se tromper, c'est un élément qui est assez important. Le problème, c'est que, en raison d'un certain nombre de paramètres, notamment la façon dont on fonctionne, comment on va dire ça, le choix qui vous est proposé est un choix ici un peu délicat. Alors, premier élément, souvent vous vous fiez à des statistiques qui sont des statistiques régionales, générales, c'est-à-dire que, voilà, pour tout vous dire, on voit beaucoup apparaître sur les différents groupes le fait qu'il est fortement conseillé par un grand nombre de personnes de venir et de rejoindre l'IEJ de Paris 5 en disant le taux de réussite y est plus important, donc il faut y aller. Alors, dans un monde idéal, effectivement, si le taux de réussite est le plus important là-bas, sachant que le sujet est national, ça voudrait dire qu'il faut aller vers cet IEJ-là, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Déjà, il y a deux paramètres à prendre en ligne de compte, qui sont des paramètres qui sont tout à fait essentiels. Le premier de ces deux paramètres, c'est qu'il s'agit d'abord d'un IEJ dans lequel les étudiants de Sciences Po et de Dauphine s'inscrivent généralement, traditionnellement. Donc du coup,
on a des candidats qui sont bien formés. Deuxième élément, les statistiques qui sont opérées sont des statistiques qui ne tiennent pas compte du fait que d'un IEJ à l'autre, il y a quand même quelques spécificités. Alors, ça fait hurler ici ou là lorsque l'on dit ça, ça fait hurler quand on parle des niveaux d'exigence, les différents correcteurs parce que les corrigés sont nationaux, mais à Subbaro justement, on dispose de 4 campus. Et sur ces 4 campus, on voit bien qu'il existe des disparités dans le mode de raisonnement par rapport à certains nombres d'IEJ. C'est pas un concours, mais dans certains IEJ, à l'unité près d'une année à l'autre, il y a le même nombre d'étudiants qui sont admis. Donc on est toujours dans cette idée-là. Donc ne choisissez pas un IEJ sur une stat générale, il vous faut une stat spécifique à votre matière, et il faut aussi que l'impact, c'est-à-dire le choix de l'IEJ en lui-même, soit susceptible ici de vous aider dans votre mode de réussite. Je tiens à rappeler que certains IEJ, par exemple, proposent une inscription en candidat libre. C'est le cas, je ne vais pas les citer tous, ils sont quand même assez nombreux, par exemple de Cergy en région parisienne, de Valenciennes dans le nord de la France, ou encore de Chambéry. Ces différents IEJ proposent une inscription en candidat libre. Pourquoi pas s'orienter vers ces directions-là lorsque l'on n'a pas la possibilité de suivre les différents cours de l'IEJ. Donc ça, c'est un point qui est global. Ensuite, tout peut dépendre et va dépendre de votre cursus et de la façon aussi dont vous envisagez la préparation en elle-même. Alors, n'hésitez pas hein, dans ce live, si je fais un live et pas une vidéo comme ça préenregistrée, c'est justement pour que vous puissiez réagir sur le mode de préparation. Il va de soi qu'il y a des questions un peu du temps qui peuvent vous conduire à... le conseil qu'on peut donner, c'est que si vous ne suivez pas un IEJ en candidat libre, mais que si vous êtes inscrit à la scolarité de l'IEJ, autant profiter de cette scolarité. Et on peut rester sceptique par rapport au cours à proprement parler, dans un contexte global d'évolution du droit, mais l'idée de façon générale, c'est au moins assister aux examens, à quelques conférences, etc. Donc choisir un IEJ qui est trop loin risque de vous faire perdre du temps. Or, cette année, le temps va être précieux. C'est ça, ce sur quoi il faut économiser le cas échéant. Donc, faire un IEJ, choisir un IEJ en fonction de paramètres généraux, c'est la mauvaise idée à avoir. Ce que j'ai proposé et ce que je fais assez généralement avec un grand nombre quand même de personnes, en réagissant simplement sur les réseaux sociaux, c'est simplement de discuter, le cas échéant, c'est une petite conversation, on voit par rapport au cursus de l'étudiant, par rapport aussi à son option, ce qu'il en est. On sait que certains IEJ préparent très bien, par exemple, en droit des affaires, mais par contre, en droit pénal, c'est pas ça. On sait qu'il y a assez peu d'IEJ, par exemple, qui sont optimisés en droit international et européen, ou encore en droit fiscal. Et le point de savoir si, quand on s'inscrit dans un IEJ où il y a un faible nombre de candidats, est-ce que ça vaut la peine ou pas? Et puis, d'autres questions spécifiques, comme par exemple le fait que l'IEJ de Paris 8 ouvre cette année, c'est une ouverture. Est-ce que ça peut ou non valoir le coup de s'inscrire dans un IEJ qui est un IEJ tout nouveau, ou est-ce que ça reflète un certain danger? Donc n'hésitez pas à me faire part là au cours de ce live justement de votre profil pour que l'on puisse en discuter plus avant. Là, donc l'idée c'est vraiment de finaliser assez rapidement l'inscription à l'IEJ en fonction de ces paramètres-là. Je me tiens à votre disposition si vous souhaitez échanger par la suite, que ce soit par mail ou par téléphone, mais toujours prenez au moins 2-3 avis, qui sont des avis complémentaires pour savoir justement ce qui vous correspond le mieux, ce qui est le mieux adapté à votre situation. Ça, c'est par rapport au choix de l'IEJ. Il y a aussi l'hypothèse du choix de la ou des matières le cas échéant. Alors, vous connaissez les différents types de matières, les différents points. De ce point de vue-là, il y a des matières qui fonctionnent en binôme obligatoire, droit civil pas procédure civile, droit social avec procédure civile, droit des affaires avec procédure civile également, droit pénal avec procédure pénale, droit administratif avec procédure administrative. Quant au droit international et droit fiscal, c'est soit procédure civile, soit procédure administrative. Donc il faut faire un certain nombre de choix. Alors, ces choix à effectuer, il faut les faire en fonction de 2 paramètres, et ces 2 paramètres exclusivement au détriment de tout choix pseudo-tactique.
ne prenez pas une option qui ne vous correspond pas. Ces deux paramètres sont la compétence et l'appétence. La compétence, c'est simple. Vous avez un cursus, votre cursus vous a conduit à travailler un certain nombre de matières. Le CRFPA n'est plus un examen facile. Il faut, de ce point de vue-là, véritablement... ah bah tiens, je salue Atunia qui nous regarde depuis l'île de Mayotte. Il faut absolument, par rapport à cet élément-là, être capable de choisir en fonction, ici, de ces deux éléments-là. La compétence, vous avez un cursus qui vous a conduit à suivre un certain nombre de matières, et donc il est préférable de se présenter à l'examen en n'étant pas totalement frais quand même sur la matière. Il est difficile lorsqu'on découvre une matière d'arriver sur l'examen ici de cette façon-là. N'oubliez pas que vous êtes quand même face parfois à des candidats qui sortent de M2. Alors certes, toutes les cartes sont rebattues, mais c'est un avantage indéniable d'avoir pu suivre au cours de son cursus plusieurs matières qui relèvent de l'option choisie. L'appétence, pourquoi? Au cours de l'année, vous allez devoir travailler et travailler dur pour réussir. Et je vous souhaite toute la réussite du monde, bien évidemment. Mais ce travail que vous allez devoir effectuer, il est parfois difficile de l'effectuer. Alors voilà, on peut prendre deux exemples particuliers. Là, en ce moment, la nuit se couche à 15h, j'exagère un petit peu. La nuit se couche à 15h, on a une période de confinement. On peut se sentir pas extrêmement bien dans sa peau par rapport à ces éléments-là. On a envie de voir ses copains, ses amis, et ainsi de suite. Alors oui, c'est difficile. Bien sûr, c'est difficile. Et donc, dans une période difficile, l'essentiel est de ne pas perdre de vue les éléments qui sont les éléments déterminants, et donc parfois d'arriver à se motiver pour travailler. C'est pas simple. Cet été, vous ressentirez aussi, et encore plus, des moments d'abattement, des moments de fatigue. La préparation que vous allez suivre va certainement vous coûter en énergie, et pour se remettre au travail, voilà, si vous êtes porté par une matière, eh bien, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple de le faire. Voilà, c'est un élément, je ne vous dis pas d'être nécessairement passionné par votre option, mais c'est justement un élément qui est un élément essentiel qui peut justement s'avérer déterminant. Si c'est une matière que vous détestez ou que vous n'aimez pas trop, ça va être difficile de travailler dans les moments d'abattement. En revanche, si la matière vous l'appréciez, bah, là dans ce cas-là, ça va être plus simple de ce point de vue-là de faire une nouvelle fois. De ce point de vue-là, vous pouvez avoir suivi tel ou tel cursus et le faire de façon générale. Attention à ce titre-là, à ceux qui attendent et reportent chaque année leur inscription. On va y revenir par rapport à l'évolution de façon générale. Troisième temps, enfin, c'est le mode de préparation. À ce titre-là, on va essayer de ne pas se mentir et je vais essayer d'avoir un discours de vérité qui puisse ici vous aider pour cet élément-là. Il ne faut plus reporter l'inscription au CRFPA. A été rendu fin octobre le rapport Clavel-Aéry. Eh bien, ce rapport Clavel-Aéry est un rapport très intéressant quand on le lit. L'idée, c'est encore une fois, comme pour l'examen national, encore une fois, de serrer la vis, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'inscrits. Ce rapport va avoir des effets sur le nombre de personnes admises au CRFPA. Il n'est pas encore passé en droit positif, ça devrait être en 2023. Alors, le CRFPA ne sera plus que pour les étudiants qui seront titulaires d'un M2. Donc vous voyez un petit peu à quoi l'on se destine ici. Une sélection qui va être une sélection de plus en plus drastique, de plus en plus difficile pour se faire. Mais aussi sur l'examen. L'examen va se durcir avec l'obligation aux écrits de choisir une des grandes options. Il y aura des grandes options comme ça qui existeront. Et notamment le droit civil, ce qui fait que par exemple pour les pénalistes, les internationalistes, les fiscalistes, eh bien, il va falloir retourner au civil à proprement parler de ce point de vue-là. Bon. Donc voilà l'élément qui est un élément essentiel par rapport à ça. Reporter, c'est prendre un risque. Le risque, c'est quoi? C'est le risque de voir la réforme passer. Le risque, c'est quoi? C'est qu'en pratique, il y ait un effet qui soit un effet sur l'attitude des directeurs de chirurgie, qui vont tendre de plus en plus à restreindre le nombre de personnes admises. Voilà l'effet qui est un effet choisi de ce point de vue-là. Il ne faut pas non plus anticiper ou chercher à anticiper des éléments particuliers. Oui, cette année, normalement, il devrait y avoir une réforme du droit des sûretés. Oui, cette réforme du droit des sûretés devrait intervenir au printemps.
plus précisément ici vers la fin du printemps. C'est ce qui est dit dans le calendrier parlementaire régulièrement modifié. Alors, tous ceux qui choisissent le droit civil peuvent se dire non, il faut surtout pas la prendre, la matière. Mais ces calculs-là sont des calculs qui ne sont pas de bons calculs, puisque de façon générale, vous allez avoir nécessairement de report en report, ici, d'attitude comme ça, en attitude ici évasive. Il n'y aura jamais un moment qui sera un moment parfait pour passer l'examen. Euh, c'est, on va dire, le moment délicat. Sur, je ne sais pas, par exemple, la session des étudiants de cette année, sans vouloir exagérer et grossir le trait, mais j'ai plusieurs de mes étudiants qui ont vécu, on va dire, une année difficile, hein, une année où ils n'ont pas obtenu le M2 qu'ils souhaitaient, ils se sont fait quitter suite au confinement, donc ils étaient tout seuls, ils se sont fait une petite déprime, et derrière ça, le CRFPA se présente. C'est un point qui est délicat. Donc, chaque année, il y a ces effets-là. 2021, c'est sûr, je sais très bien, je le vois sur les réseaux, on vous promet ici un enfer, mais s'il y a le même nombre à peu près d'étudiants qui accèdent à l'examen, c'est donc que vous avez votre chance. Alors oui, l'année dernière, pour un peu faciliter l'examen aux écrits, il n'y avait pas d'actualité Covid. Là, on va certainement devoir en manger, cette actualité Covid. Bon, très bien, il faut simplement s'adapter et faire le travail à proprement parler, et surtout essayer de voir dans les différents modes de préparation celui qui vous correspond le mieux. Alors, celui qui vous correspond le mieux, il existe, on va dire, deux grands modes de préparation, deux grandes périodes de préparation. Vous avez soit une préparation annuelle, en ce sens qu'elle commence en janvier et qu'elle finit en décembre. Janvier, c'est-à-dire le moment justement où vous commencez à avoir accès aux différents éléments et qui finit en décembre. Voilà, la raison pour laquelle une préparation annuelle ne saurait débuter avant, c'est pour une raison qui est très simple. Les différentes matières juridiques sont impactées par des réformes, qui sont des réformes successives. Donner trop tôt les fascicules, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait souhaitable. Je ne sais pas, par exemple, si dès l'inscription, là, au mois de septembre, donner les fascicules, par exemple, il ne serait pas à jour. Je sais pas, là, j'ai travaillé sur le pénal, mais il ne serait pas à jour d'un certain nombre d'actualités. Et à titre d'exemple, en pénal, il y a eu une décision essentielle de revirement le 25 novembre 2020. Si vous avez un support sur lequel vous apprenez une solution qui est fausse par rapport justement à ce que cette solution préconise, par la suite, il faudra revenir dessus, et c'est quelque chose qui n'est pas délicat. Donc, il vaut mieux être au fait de l'actualité qui est une actualité récente, avoir des documents qui sont des documents qui justement sont des documents, on va dire, à jour, et donc un début de préparation relativement tôt. Dans notre structure, donc à Subarro, ce que l'on fait, c'est que néanmoins, si les étudiants souhaitent accéder au support pédagogique auparavant, c'est possible, mais on lui formule un certain nombre de réserves, et ils sont actuellement tous mis à jour. Il y a deux grandes périodes de mise à jour, décembre et le mois de juin. Cette préparation annuelle, là où elle présente un intérêt non négligeable, c'est qu'elle s'écoule dans le temps, de janvier à juin. Elle est parfaitement compatible avec le fait de suivre des cours de M2, avec le fait de faire un stage, avec le fait d'avoir un emploi. C'est parfaitement compatible parce que là, c'est la structure qui s'adapte à vous. Dès votre inscription, vous avez la désignation d'un référent pédagogique, qui est un référent pédagogique. Ce que j'entends par là, ça veut dire que c'est un enseignant. Ce n'est pas un communicant, c'est pas quelqu'un qui va vous appeler ici, de ce point de vue-là. Je sais que ça se fait par ailleurs, mais là, c'est un enseignant, et généralement, j'essaie au moins d'avoir les étudiants au moins une fois durant leur préparation, au moins, souvent beaucoup plus. Et cet enseignant va venir et va faire le point avec vous précisément sur le calendrier de travail. Un exemple type que l'on pourrait avoir, c'est justement donc un étudiant qui est en cours de stage, et au cours du stage, on détermine qu'ensemble, eh bien, il va falloir travailler tel ou tel aspect, je ne sais pas, on détermine que dans le programme, les lacunes essentielles se situent en procédure civile, et donc c'est sur quoi on va devoir travailler. Et voilà, on commence à se dire qu'il va falloir travailler sur la théorie d'action et sur les différents éléments qui ont trait à la mise en état. Très bien. L'étudiant fait face dans son cabinet où il est en stage à un surcroît d'activité. Il ne respecte pas son programme sur les semaines écoulées. Et bien, on redétermine le programme par la suite.
C'est-à-dire qu'on établit un calendrier de travail et l'étudiant par la suite, lui, doit tenir un carnet de bord. Ce carnet de bord permet de voir au fur et à mesure quelles sont les avancées et justement de faire tout le programme. Ça, c'est la préparation annuelle. Quand on est inscrit, dès le début de la préparation, on a accès au support pédagogique ainsi qu'aux différents cours et on peut comme ça progresser à son rythme. C'est quelque chose de très, on va dire, très efficace. Sur la note de synthèse encore plus, puisque on peut avec l'étudiant travailler sur son propre rythme, c'est-à-dire véritablement sur ce qu'il lui faut comme méthodologie. Sur la note de synthèse, sachez que nous ne sommes pas tous égaux par rapport à la note de synthèse. L'on a sur la note de synthèse quand même des éléments qui sont des éléments variables d'une situation à l'autre. Sur la note de synthèse, par exemple, on va dire que sur cet exercice-là, il y a quand même l'idée selon laquelle on est dans quelque chose qui est tout à fait spécifique. Je vous donne un exemple. Quand j'ai débuté l'enseignement de la note de synthèse, donc juste mon exemple personnel, juste sur l'enseignement en plus de la note de synthèse, eh bien, pour ma part, j'étais totalement investi dans la méthode qui est la méthode dite littéraire, c'est-à-dire une appréciation globale véritablement de l'exercice. Et cette méthode littéraire, je l'ai continuée pendant un certain temps. Avec, je pense, ma propre évolution, j'ai changé totalement. J'ai basculé vers une méthode qui est beaucoup plus scientifique ici, où je sais que passé 40 minutes, 45 minutes, tout ce que je lis ne me sert à rien. J'ai déjà une idée préconçue. Alors du coup, il faut qu'au tout début, je lise les éléments essentiels. Et ça, c'est un des points qui est déterminant. C'est-à-dire qu'il faut cerner le profil du candidat, de l'étudiant, avec lui, et déterminer quelle est la meilleure méthode de lecture, l'exercice de lecture. La note de synthèse, on a un très grand nombre d'étudiants encore cette année, pour lesquels on peut dire que c'est la note de synthèse qui les a sauvés. Et voilà, et le but, c'est quand même d'être admissible, quelles que soient les circonstances et les notes obtenues. Et parfois, on a des étudiants qui présentent un profil pseudo-atypique, où ils n'ont la moyenne nulle part, sauf en note de synthèse. Bon, bah, tant qu'on est vivant, c'est toujours quand même l'aspect qui est utile. Et c'est pas négligeable de faire ça. Et donc, ce travail-là. Ça, c'est la préparation qui est la préparation annuelle. La préparation estivale, elle, est totalement différente. C'est pas le même rythme. Pas le même rythme. Juillet jusque mi-fin août. Et là, l'emploi du temps, il est immuable à Subaru. C'est pas l'épreuve qui détermine l'emploi de temps, c'est l'étudiant. C'est en fonction de ses besoins que le programme est bâti. Ce programme, il est bâti de la façon suivante. Lundi matin, droit des obligations. L'enseignant reprend les éléments essentiels du fascicule sur le thème déterminé. Puis, il essaye de valider ou non la connaissance avec une consultation qu'il compose avec les étudiants au cours de la dernière heure de cours. Procédure et options viennent mardi matin et mercredi matin. Puis ce sont les sujets jeudi et vendredi. Et enfin, dimanche est consacré à la note de synthèse. Même pour les sujets, un effort est fait, puisque dès que vous rendez votre sujet, vous obtenez en retour, vous pouvez accéder en retour à la correction immédiatement. Pour la note de synthèse, on travaille la correction immédiatement, justement, après l'examen. Alors certes, on est fatigué, on a ses brouillons en main, et on peut justement progresser de cette façon-là. C'est axé sur la pédagogie. Il y a un jour qui est un jour de récupération, qui est un jour aussi, le cas échéant, de remise à niveau, si on a pris du retard. Durant cette préparation n'est pas compatible avec l'exercice d'une autre activité. Pourquoi ? Parce que simplement, c'est trop dense pour y parvenir. Et donc, l'idée essentielle, c'est tout de même de parvenir à faire quelque chose qui est quelque chose de techniquement bien, facile. Je ne vous dis pas qu'on n'arrive pas fatigué, on arrive vraiment fatigué en fin de préparation. C'est normal, c'est relativement usant. C'est pour ça que la préparation termine entre 10 et 15 jours avant les écrits, pour que vous puissiez reprendre des forces. Les cours cessent à ce moment-là, on reprend ses révisions, toujours sur un calendrier de travail qui est prédéterminé. Bon, vous voyez donc 2 temps de préparation. À la demande des étudiants, on a décidé de mettre en place le pack réussite avec une forte réduction, et ce pack réussite permet d'enchaîner les 2 préparations avec une pause au mois de juin. Le premier temps, la préparation annuelle va permettre de reprendre les connaissances, de reprendre les fondamentaux, de travailler sur le fond, de déterminer sa propre méthode. Et l'estival va permettre de réussir et justement d'optimiser ses chances.
c'est le point qui est un des aspects essentiels. Et tout au long de votre préparation, vous allez avoir cet aspect de référent pédagogique. Alors mes étudiants qui nous suivent le savent, et vous le savez de façon générale, c'est que vous pouvez nous joindre de façon assez régulière. Il y avait jusqu'à présent 2 entretiens pédagogiques qui avaient lieu au sein de notre structure. On a décloisonné, maintenant ce nombre est un nombre, enfin, c'est à volonté, voilà, et on détermine ensemble ce qui est préférable pour l'étudiant. Voici les caractéristiques générales. Bien sûr, il y a une dernière question, je préfère ne pas éluder, je ne l'avais pas éludée à la fin du premier confinement. Cette question, c'est le présentiel. Notre volonté est d'ouvrir cette année encore 4 campus, comme on l'avait fait il y a 2 ans, Lille, Aix, Lyon et Paris. Mais on est lié et on est tributaire de l'évolution par rapport au confinement, c'est-à-dire qu'on n'ouvrira que si, ici, la situation sanitaire le permet. Plus encore, quoi qu'il arrive, les cours seront interactifs. Cette année, en plus de filmer les cours, on les a rendus interactifs en ayant recours à Zoom pour permettre aux étudiants de participer. Et nos enseignants ont été formés à Zoom. Ce que j'entends par là, c'est que c'est pas... Je ne peux pas critiquer la fac puisque j'y interviens, mais à la fac, quand on donne cours par Zoom, il n'est pas peu fréquent que sur les 20 étudiants censés être présents ou les 200 censés être présents, il y ait 4 caméras allumées et souvent on voit le plafond. Là, ce n'est pas le cas. L'idée, c'est de pouvoir intervenir justement avec les étudiants, d'échanger avec eux pour répondre à leurs questions. Une question qui reste en suspens est une question souvent qui va venir vous hanter régulièrement et sur laquelle vous pouvez avoir justement des difficultés qui vont apparaître par rapport à ces éléments-là de façon assez générale. Alors, est-ce que vous avez des questions ou des interrogations par rapport justement à la préparation en elle-même, ou est-ce que ici voilà, tout est clair pour vous et vous êtes prêt à vous lancer dans cet élément-là? On a souvent justement ce retour-là d'étudiants qui sont hésitants pour passer l'examen. Comme je vous l'ai dit, hein, vous trouverez toujours une excuse pour ne pas passer l'examen. Certains veulent faire une année dédiée. C'est pas nécessairement un très bon calcul. Faites attention aussi aux années où vous serez livré à vous-même de cette façon-là. Il y a un grand débat, prépa ou pas prépa. Bien sûr qu'on peut réussir sans une prépa. La prépa, c'est quoi? C'est surtout pour donner un rythme, une pédagogie, un soutien, des recours et pour optimiser ses chances, tout simplement. Voilà, il y a beaucoup de structures qui sont des structures différentes. Il faut, dans ces différentes structures, essayer de trouver ce qui vous correspond le mieux, le plus adapté à votre personnalité et surtout à vos besoins. Et donc voilà, moi je me tiens à votre disposition si vous souhaitez en discuter. Mais là, vraiment, il est temps, donc décembre, l'inscription en idéologie doit être finalisée. Par ailleurs, il est essentiel aussi de choisir vos matières avec ces 2 critères-là. Attention aux choix révolutionnaires. Les choix révolutionnaires, c'est toujours des choix qu'on peut regretter. Je suis moi-même joueur. J'ai été joueur de poker, un bon joueur de poker même. Et jouer en se disant, par exemple, quand c'est la 3e fois qu'on le passe, je change toutes mes matières, ça peut être complètement suicidaire ou débile, quoi, le cas échéant. Vaut mieux en discuter avant, discuter des différents choix. Une nouvelle fois, les réseaux sociaux, c'est très bien, je ne vais pas critiquer les réseaux sociaux, c'est un outil un moyen de communication, une possibilité de remplissement assez sympathique. Mais n'oubliez pas cet élément essentiel, en dehors des réseaux sociaux, c'est que mieux vaut discuter avec une personne, parce que souvent, quand vous posez la question de façon un peu abrupte sur les différents groupes CRFPA, qui d'ailleurs je vous ai dit, le fait qu'ils existent, c'est très bien, en disant bon, quel IEJ il faut choisir. Déjà, ceux qui répondent sont souvent des personnes qui ont passé dans un autre IEJ et ça s'est bien passé. Il y a des expériences souvent différentes. Et après,
ça dépend vraiment des matières. Il y a des UEJ dans lesquels on réussit très bien en telle et telle matière. Et il n'y a pas de statistiques matière par matière. Enfin, il n'y a pas de statistiques officielles matière par matière. Et donc, ces éléments-là sont des éléments que l'on peut déterminer de cette façon-là. Voilà ce qu'il en est. Bon, après, je pourrais vous dire aussi que décembre, c'est très important, parce que bien évidemment, c'est le mois de mon anniversaire, et de Noël, et du jour de l'an. Beaucoup d'éléments. Et aussi la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est pas faux. Voilà, c'est autant d'éléments à prendre en ligne de compte. Voilà ce qu'il en est. Alors, suite à ce live, je vais laisser ce live tourner sur les réseaux. Puis je vais le mettre sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas en question à m'interroger ou même à me contacter en message privé pour tout simplement qu'on puisse échanger sur vos propres choix. Je suis persuadé que vous ferez le bon choix parce qu'il y a un élément qui est tout à fait déterminant. C'est que par contre, une fois que votre choix est effectué, il faut que ni vous, ni personne dans votre entourage ne remette en cause ce choix. Ce choix, c'est le bon choix quoi qu'il arrive. Même si vous avez pris un IEJ dans lequel le taux de réussite est bas, c'est pas nécessairement un mauvais calcul. Alors Louise a une question, c'est ma deuxième tentative, j'ai eu 6 en droit administratif. Alors tout de suite, je vais vous demander Louise, quel était votre IEJ? 6 en droit administratif, alors que j'ai eu la moyenne dans toutes les matières, en 13,5 en droit des obligations, je vous félicite. Je suis hésitante dans la prépa car j'ai fait beaucoup d'entraînement, je ne m'attendais pas à cette note. J'ai pris les écrits à 0,5 alors que je suivais une prépa. Vous voyez, c'est ça l'élément qui est un peu difficile. Vous voyez Louise, moi j'aurais quelques réserves là-dessus. C'est-à-dire que vous avez eu 6 en droit administratif, est-ce que vous avez eu accès à votre copie? Premier élément qui me paraît essentiel, Louise. Deuxième élément, c'est très bien 13,5 en droit des obligations, c'est un élément essentiel, il va falloir travailler. IEJ de Sceaux en droit administratif, votre copie, est-ce que vous y aviez eu accès? Je pense que le mieux serait vraiment qu'on en discute de vive voix pour essayer de trouver. Je pense que dans cette hypothèse-là, déjà, il y a un aspect, il va falloir travailler sur le... J'imagine que vous devez être dégoûté, quoi, avoir un terme un petit peu plus délicat. J'ai eu des retours des étudiants qui étaient admissibles selon un correcteur et qui avaient 8 points de moins selon un autre, et donc du coup qui n'était pas admissible au final. Donc c'est toujours un élément qui est délicat. Voilà. Oui, je vous propose d'échanger en message privé, que je puisse voir un petit peu ce qui peut en être, ou les différents éléments, notamment de voir un petit peu si peut-être c'est un problème lié à la préparation que vous avez suivie, peut-être par quelque chose. Alors, Mathieu me demande qu'est-ce que je pense de l'IEJ de Descartes dans les affaires. J'y pense beaucoup de bien. Comme vous voyez par exemple l'IEJ de Sceaux, j'y pense beaucoup de bien par rapport au droit pénal de cette façon-là. Mais pareil, ce sont des éléments dont on peut discuter. Mathieu, est-ce que vous êtes déjà inscrit à Descartes? On réussit bien dans cette IEJ. Je ne dis pas que c'est plus facile ou quoi que ce soit, mais c'est un choix qui est un choix, voilà, qui est un bon choix de ce point de vue-là. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Pour ceux d'entre vous qui ont des questions, si vous voulez qu'on aille plus avant, n'hésitez pas à me contacter. Et puis voilà, je vous souhaite vraiment bonne chance pour cette année, une nouvelle fois. Hein. Dites-vous que les choix que vous allez arrêter là sont nécessairement des bons choix, et qu'il faut que surtout votre entourage vous soutienne. C'est un travail de longue haleine. Si vous pouvez avoir un entourage ici sain et sympathique, ça peut être une bonne chose. On fera d'autres lives, certainement d'une autre façon, et des lives qui seront consacrés à d'autres aspects, notamment sur la concentration, c'est-à-dire comment optimiser son temps de travail. Ça, c'est un point qui est assez essentiel, c'est-à-dire faire en sorte de rester totalement concentré. Et voilà, là, ça fera très peur en ce moment-là. Je ne sais pas quand je vais le faire. Il faudrait que ce soit assez loin des fêtes quand même, parce que je vais notamment vous expliquer que l'on peut, attention, éteindre son téléphone portable. Oui, c'est quelque chose qui reste possible. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Et puis, je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux au sein de Subaru. Au revoir, à bientôt.